Ok, donc la première chose, petit rappel de cours, on va regarder donc le procédé Monsieur, de Gram-Schmidt. Ah monsieur, oui, je vais couper ma vidéo parce que ça va merder. j'ai juste une question. Oui, 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 j'écoute. Euh, Pourquoi est-ce qu'on commence par le TD numéro 2? Alors ça, le responsable de l'EC, en concertation avec les chargés de cours magistraux qui ne se font pas, ont décidé de réduire en fait la maquette au niveau enfin le programme de la matière. Et donc du coup, toute la partie surface et algèbre tensorielle a été supprimée. D'accord. Ok. C'est bon, c'est un peu dommage, mais bon, après, c'est normal, on réduit les heures, donc c'est quand même mieux que vous ayez moins de choses à voir dans le programme, parce que sinon, ça fait un peu lourd. Et j'ai regardé dans le programme, l'algèbre tensorielle, au final, on le voit en M-Sol, en mécanique des Tout à solides fait, déformables. Donc je pense que exact. c'est pour pas aussi qu'il y ait deux fois la même chose, quoi. En fait, alors il se trouve que c'est pas deux fois la même chose. En fait, Oui, oui, je me doute. en mécanique des solides, c'est bien de l'algèbre tensorielle, mais c'est un algèbre tensoriel pour les pauvres, c'est-à-dire vraiment, il est très très simpliste. En fait, je dis ça, hein, attention, je suis enseignant en mécanique des solides, donc du coup, je ne suis pas en train de m'auto-flageller, hein, c'est la réalité. En fait, la différence essentielle, c'est qu'en mécanique des solides, l'algèbre tensorielle que vous voyez n'est fait que pour des bases orthonormées. Et ça simplifie énormément en fait le procédé, puisque vous n'avez plus affaire à des bases covariantes et contravariantes, mais uniquement à des bases covariantes. Donc ça simplifie tout. Alors qu'en MMEF, si on avait fait le programme, vous auriez vu des bases non orthonormées, ce qui est très pratique, entre autres, par exemple, quand vous voulez faire des calculs dans des bases mobiles. Dans des bases mobiles qui ne sont pas forcément orthonormées, à ce moment-là, effectivement, il faut faire de l'algèbre tensorielle en faisant intervenir le tenseur métrique. Et c'est aussi très utile lorsque vous faites de l'étude de surface. Alors pourquoi est-ce que c'est dans ce cours? On peut en parler, hein. L'étude de surface, c'est parce que il y a des éléments finis qui sont des éléments coques et qui se basent sur des surfaces. Et donc du coup, ces éléments finis font appel aux théories que vous auriez dû voir sur la partie algèbre tensorielle et surface. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Oui, ouais. Ok. Alors après, si vraiment, alors je sais ce qui se passe en général quand on pose ce genre de questions, mais sait-on jamais, s'il y a vraiment des gens qui veulent avoir cette partie-là, moi ça ne me dérange pas du tout de la faire, mais je ne peux pas la faire dans les heures de TD normales, quoi. Voilà. Après, je suis sûr que ça ne va pas trop vous intéresser puisque vous n'allez pas être évalué dessus, hein. Mais bon, si c'est simplement pour la partie, on va dire, culture générale, votre polycope est très bien fait sur ce sujet, pas forcément facile à comprendre. Donc, si par hasard vous vous intéressez à la chose, vous me le dites et à ce moment-là, on prend rendez-vous et avec un petit groupe, je peux éventuellement vous aider, hein. Il n'y a aucun souci. Ça m'intéresserait, ouais. Merci. Donc, vous m'écrivez. Je ne vous ai pas donné mon nom parce que je crois qu'il n'est pas sur l'emploi du temps. Donc, moi, je m'appelle Fabrice et ça, c'est mon prénom, morestin@insa-lyon.fr. Ça Donc, marche. n'hésitez pas, hein, comme on va être beaucoup en asynchrone, peut-être pas la semaine de la rentrée, si ça se trouve, on sera en présentiel, mais bon, on ne sait jamais. Donc, n'hésitez pas. Moi, je peux caser des heures dans l'emploi du temps de mon côté, en fait, pour pouvoir vous répondre à vos questions. OK, allez, on y va. Donc, le procédé de Gram-Schmidt, il faut qu'on ait une famille libre. Donc, c'est une famille libre de fonctions, hein, soit une famille libre, alors qui se note en général, on va l'appeler UN, n prenant des valeurs de 0 à ce qu'on veut, ça peut même aller jusqu'à l'infini, hein. Il existe des familles libres de taille infinie. Et donc, ça veut dire quoi, hein, grosso modo? Si on est libre, quel que soit en fait A et B qui sont des entiers, en fait, on ne peut pas avoir alpha, un entier alpha, ou même un réel alpha, même un complexe alpha, tel que UA égale alpha UB. Voilà, donc ça c'est la définition d'une, je vais écrire un peu mieux, d'une famille libre. Donc cette famille-là, elle permet d'engendrer un espace vectoriel, mais elle n'est pas forcément orthogonale. Et donc on va pouvoir orthogonaliser cette famille, en fait, cette base, grâce au procédé de Gram-Schmidt.
Donc, du coup, la seule chose qu'on sait, c'est qu'aucun des vecteurs n'est collinéaire à un autre vecteur de la famille. Alors, pour pouvoir utiliser Gram-Schmidt, donc la famille libre, c'est UN, et en fait, ce qu'on va chercher, on va chercher une autre famille qu'on va appeler ici VN. Donc, c'est une famille libre également, hein, mais orthogonale. Alors, c'est très pratique, en fait, l'orthogonalité, parce que si on ne l'a pas, la décomposition dans la base est quand même beaucoup plus complexe. Donc, je vous donne, par exemple, ce que vous connaissez bien, c'est des vecteurs. Hein. Donc, si vous avez en fait un vecteur A, voilà, comme ça, il va pouvoir se décomposer sur une base EI en AI, EI. Donc ça, c'est la convention d'Einstein. On fait un tout petit peu d'algèbre tensorielle. C'est la somme pour I égale 1 à, 1 à N. Alors, sauf que ici, quand on est sur des vecteurs, on a rarement des familles libres infinies. Donc, on va plutôt rester, par exemple, dans des espaces de dimension 3, des AI, EI. Et donc ça, c'est ce que vous connaissez, c'est A1, E1 plus A2, E2 plus A3, E3, par exemple. Et ensuite, ici, donc, tout le cours est basé sur le produit scalaire de fonctions, mais ça pourrait être aussi des fonctions qui sont en fait des vecteurs. Et donc, ici, bah, vous connaissez parfaitement le produit scalaire de deux vecteurs, typiquement. C'est juste pour vous donner un exemple. Et ce truc-là, en fait, ça va vous donner AI, BI. Alors ça, c'est la convention d'Einstein, hein, que vous avez peut-être déjà vu, je ne sais pas. Donc, on enlève le signe somme quand on a deux indices qui se répètent dans le monôme. Donc ça fait A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3. Voilà, ça, c'est un produit scalaire qu'on définit. Ce produit scalaire-là, si c'est des vecteurs, en fait, on a une autre convention, on le note avec un point comme ça. Donc ça donne en fait un scalaire. Le résultat est un scalaire. Et ce truc-là, vous allez voir ça en mécanique des milieux continus. Ça, en fait, c'est un produit. Vous avez l'habitude de l'appeler produit scalaire parce que le résultat est un scalaire. Mais en réalité, on l'appelle plutôt un produit tensoriel une fois contracté. Je ne détaille pas parce que ça, vous allez le voir en mécanique des milieux continus. OK, on en revient donc à notre procédé de Gram-Schmidt. Et donc, ce procédé-là, donc ça, c'est simplement un exemple. Ce procédé-là, il est assez simple. On va chercher Vn, famille libre et orthogonale. Alors, je n'ai pas dit orthonormée, hein, mais vous allez voir qu'éventuellement, on peut la normer. Hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, ici, la première étape de Gram-Schmidt, c'est de prendre V1 comme étant égal à U1. Puis, eh bien, vous allez calculer V2 et vous allez poser que V2, c'est alpha, donc un réel ou un complexe, peu importe, c'est alpha V1 plus U2, avec alpha qui est égal à moins le produit scalaire de U2 par V1 sur la norme de V1 au carré. Alors, il faut développer un tout petit peu puisque la norme de V1 au carré, c'est ni plus ni moins que V1 scalaire V1. Donc en réalité, je pourrais remplacer alpha, c'est moins U2 scalaire V1 sur V1 scalaire V1. Ensuite, ça va vous donner, donc du coup, c'est le premier vecteur de la famille libre orthogonale que vous calculez, qui s'appelle V2. Vous avez U1 et puis V1 qui est déjà donné. Et puis après, bah, vous continuez, mais cette fois-ci, vous calculez le vecteur d'après, si vous êtes par exemple en dimension 3. Donc vous calculez V3. Et V3, c'est bêta V1 plus gamma V2 plus U3. Et là, vous voyez, en fait, on a une espèce de répétition. On a systématiquement donc V1, les vecteurs précédents qui interviennent. C'est ce qu'on avait là. Hein. Ici, vous voyez, vous avez les vecteurs précédents qui interviennent.
Et ensuite, vous avez ici eh bien, le vecteur de la famille libre de départ. Alors, si vous faites ça, du coup, eh bien, il faudra prendre, c'est toujours, ça se répète après, là, vous allez prendre en fait bêta qui vaut moins U2, moins U3 V1, scalaire U3 V1, divisé par toujours la norme de V1 au carré, et vous allez avoir gamma qui va être égal, ça c'est normal, c'est le terme qui est devant V1, et gamma qui va être égal à moins U3 V2 sur la norme au carré de V2. Voilà, si vous aviez, alors je mets un petit 3 et on continue comme ça, si vous vouliez avoir V4, V5, si vous étiez donc dans des espaces de dimension supérieure. Donc à ce moment-là, vous pourriez continuer donc, pour pouvoir obtenir tous vos vecteurs. Si vous voulez ensuite avoir des vecteurs orthonormés, donc cette fois-ci normés, eh bien, vous avez juste à prendre V1, on va l'appeler V1 ON comme orthonormé, bah, ce V1, ça va ni plus ni moins être que votre V1 que vous avez trouvé au point 1, divisé par la norme de V1. Donc, écrit autrement, c'est V1 divisé par la racine carrée du produit V1, V1. Et ça va vous donner donc un vecteur normé. Et puis, vous faites pareil avec V2, etc. Bon, ça, c'est des choses que vous savez déjà faire, en fait. La seule petite difficulté au départ, mais bon, vous savez aussi déjà comment ça fonctionne, ces espaces vectoriels de fonctions, c'est qu'effectivement, ici, vous êtes sur des fonctions. Donc, le produit scalaire n'est pas forcément un produit scalaire aussi simple que celui que je vous ai montré avec les espaces vectoriels que vous connaissez, ce que j'appelle les espaces vectoriels géométriques avec des vecteurs. OK. Vous avez des questions sur cette partie-là? Monsieur, on essaie de trouver des alpha et des bêta tels que le prochain vecteur qu'on choisit, le V2 par exemple, Ouais. il faut qu'il soit orthogonal, c'est-à-dire que le produit scalaire avec V1 soit nul, c'est ça? C'est ça. Alors, j'allais en parler juste à l'instant. Alors, je vous rappelle, hein, ce qui est connu, c'est ça. C'est tout ce que j'ai souligné en vert, hein, ça c'est connu. Tout ce qui est inconnu, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on cherche. Hein. Et effectivement, avec les alphas, alors je ne vais pas vous la faire la démo, mais vous pouvez la faire à titre d'entraînement. Hein. Par exemple, je vous donne que le début. Hein. On va faire exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faudrait montrer que V2 est perpendiculaire à V1. Est-ce que c'est vrai? Avec le procédé qu'on vient de voir. Bah, vous écrivez simplement, alors en fait c'est assez court, hein. Vous écrivez le produit scalaire V2, V1, et vous dites que ce truc-là, c'est égal, bah, vous remplacez le V2 par la définition que vous avez donnée, donc alpha U1 plus U2. Ensuite, vous mettez, alors là, du coup, c'est pas la peine de mettre V1, on peut mettre directement U1, puisque c'était la définition qu'on avait pris pour V1. Hein. Et puis, vous faites tout le calcul, et à la fin, vous allez obtenir que vous avez le produit scalaire de U2, U1, fois U1 scalaire U1 sur U1, la norme de U1 carré, plus U2 scalaire U1. Et comme U2 est une famille rien du tout, en fait, qu'est-ce que je raconte là? Du coup, ce truc-là, ça fait 0. Pourquoi? Parce que ce truc-là, c'est l'unité. Voilà. Donc, Monsieur, c'est plutôt U1 scalaire U1 à la première ligne. la première ligne. Tout à droite, c'est U1 scalaire U1. C'est pas U2 scalaire U1, normalement. C'est U2 scalaire U1, ouais. C'est pas U1 scalaire U1. Après, celui du bas, c'est U2 scalaire U1. Non, je crois pas, non. D'accord. À vérifier, mais il me semble pas. Il faut le développer. Là, j'ai juste donné le résultat final, en fait. Mais là, il faut développer cette partie-là.
Bon, on peut le développer. Hein. Ouais, ça ne coûte pas grand-chose. Ce truc-là, donc ça, c'est égal à... Donc, en fait, je donne la définition de alpha, tout simplement. Hein. Alors, peut-être que je me suis trompé. Donc, c'est U2 scalaire U1 sur norme de U1 carré fois U1 plus U2 scalaire U1. Je suis peut-être gouré. Hein. Donc, ensuite, du coup, ça nous donne quoi, ça? Ouais, je me suis gouré en plus. On y va. Ça fait donc moins U2, U1 fois la norme de U1 au carré, divisé par la norme, je me suis trompé, de U1 au carré. Voilà, plus U2, U1. Donc ça, en fait, l'erreur que j'ai faite, elle est où? Non, en fait, c'était... Si, j'ai simplement oublié un. En fait, ça sert à rien, mais... Non, c'est tout juste, en fait, ce que j'avais écrit. Non, c'était tout juste. Ok, ça marche, ouais. Ouais, non, c'était juste. Non, je sais pas pourquoi je dis que c'était faux. Non, c'était juste. Oui, Et donc, oui, du coup, ouais. ça fait bien 0. Ouais, non, c'est bon. Hmm. Alors, j'ai juste développé, en fait, et ça fait 0. Monsieur, est-ce que vous pouvez juste remonter un tout petit peu? Je crois qu'au-dessus, j'ai confondu un V et un U. Encore D'accord. un peu au-dessus, Oui. au numéro 2. À quel endroit? Au niveau du petit 2, V3 est égal à bêta V1 plus delta V2. Gamma V2, oui, c'est ça. Enfin, c'est gamma, pardon, gamma V2. Oui, ça, c'est bon. D'accord, c'est que le dernier qui est un U, d'accord. Et le dernier, c'est U3, ouais, tout à fait. D'accord, donc c'est bon. Je m'étais pas trompé. Alors, C'est bon, sinon, ouais. le procédé de Gram-Schmidt de manière générique, hein, vous prenez le premier terme, c'est V1 égale U1, et ensuite, quel que soit P strictement supérieur à 1, vous avez VP, donc en fait, c'est la relation donc par récurrence, c'est UP moins la somme de I égale 1 à P moins 1 du produit scalaire UP VI porté par VI sur norme de VI carré. Voilà, ça c'est la relation générale. Si ça vous intéresse de la voir. Ok, bon du coup là on a 7 billes pour faire l'exercice 1. Alors je vous laisse quelques instants. Pareil, hein, s'il y a quelqu'un qui est prêt, à ce moment-là, il prend la main, il nous explique ce qu'il a fait. Éventuellement, je veux bien servir de scribe. Et puis si par contre on attend trop longtemps, à ce moment-là, je vous donne la solution. Allez, j'attends vos résultats.
Monsieur, on est d'accord que la notation entre les deux espèces de parenthèses, ça veut dire produit scalaire? Oui, Julien, ça veut dire produit scalaire. Merci bien. Ouais, excuse-moi, j'avais oublié de mettre mon micro en route, mais je t'avais répondu Il n'y la a pas de problème. jeune Il fille. n'y a pas de problème. Merci bien. Faut pas hésiter à me harceler parce que des fois j'oublie de remettre mon micro. Ouais, je me suis dit peut-être que vous n'étiez pas là, mais vu que vous écriviez, c'était bizarre. Merci bien. Monsieur, excusez-moi, dans le produit scalaire de U1 ou U1, c'est pas 1 plus I scalaire 1 plus I? Ouais, je croyais, moi aussi. 1 plus i facteur de 1 plus i, c'est ça que tu as dit? Ouais. Oui, peut-être que c'est une erreur, mais c'est pas ça. Ben, vu la définition du produit scalaire qu'on te donne, où tu as le produit scalaire, c'est dans l'énoncé, hein, c'est xn yn bar, c'est-à-dire le conjugué de yn. Ah, ok, compris, merci beaucoup, excusez-moi. Regarde, c'est ce que j'ai écrit là, en fait. Ça en fait, Oui, c'est bon. ça, c'est l'équivalent du yi bar. Alors, c'est même, si je reprenais l'exemple, en fait, c'est le y3, en fait, ça. Bar. C'est donc le conjugué. Alors, entre autres, ça, c'est une définition classique du produit scalaire dans des espaces complexes, hein. Tiens, j'ai une petite question pour vous, là. Quelle est la dimension de l'espace vectoriel dans lequel on se trouve, là? Donc, on est dans l'espace des complexes. On est dans, normalement, donc, on est dans C3, en fait. Quelle est la dimension de C3? C'est dimension 3 en tant que. C'est effectivement, on est dans un espace à 6 dimensions. Ouais. Mais monsieur, Oui, ça dépend si c'est un R espace vectoriel ou un C espace vectoriel, non? bah, ici, là, c'est un C espace vectoriel, là. Puisqu'on est dans C3 muni du produit scalaire. Donc, on a 6 dimensions. En fait, c'est dans l'énoncé, hein. Ça répond à ta question ou à ta remarque? Plus ou moins. Bah, vas-y, creuse, hein, si tu veux plus d'explications. Bah, en tant que R espace vectoriel, je comprends que ce soit dimension 6, enfin, que ce soit dimension 6, mais en tant que C espace vectoriel, j'aurais dit 3. Bah, non, parce qu'on a 2 dimensions en une quand on est en complexe, en fait. On a lui, là, et on a lui. C'est d'ailleurs même pour ça qu'on utilise les complexes pour pouvoir représenter les espaces géométriques 2D. Ça répond toujours pas à ta question, j'ai l'impression. Je comprends ce que vous voulez dire. En fait, les scalars, il faut que ce soit des. Enfin, A et B, ce sont des réels. Bien sûr. Donc, en tant que R espace vectoriel, je suis d'accord que ce soit dimension 6. Ouais. Mais non, parce qu'en R, t'as pas de B. En R, t'as juste Z est égal à A. Il y a, oui, il y a Alors qu'en C, justement, t'as A et B, donc 6 dimensions. T'as le double.
puisque tu n'as pas de partie complexe en réel. Là, tu as réel et complexe. Enfin, réel et imaginaire. C'est ça? En non fait, en R3, tu es de dimension 3, oui. Ouais, c'est ça, R3, 3 et c'est 3, 6. En fait, ce que j'ai appris, c'est quand on te dit, quand on nous dit R espace vectoriel, c'est que les scalaires qu'on manipule ce sont des réels. Quand on me dit C espace vectoriel, c'est que les scalaires qu'on manipule ce sont des complexes. Donc, en tant que R espace vectoriel, on a bien dimension 6, parce que A et B sont des réels. Par contre, si ce sont des complexes, bah, on ne peut pas faire A plus IB vu que A et B sont déjà des complexes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Tu as tout à fait raison. Ouais. Il y a un truc qui n'est pas clair dans ce que je raconte. Ouais. C'est vrai. Faudrait être un prof de maths pour répondre à ça correctement. En fait, je pense que c'est un abus de langage que je fais quand je dis dimension 6. Effectivement, c'est parce que je manipule 6 réels. Je suis Ok, d'accord c'est avec bon, toi. c'est ça que je voulais savoir, d'accord. Non, je pense que c'est un abus de langage de ma part. Désolé du dérangement. Oh non, au contraire, ça montre que je peux toujours en apprendre. Hein. Mais ta définition m'a convaincu. Donc regarde, on va mettre 3 ici et on manipule 6 scalaires. Voilà. Réel. Et ça, c'est pas mal, je trouve. Ok. C'est bon, vous avez tous terminé là? Oui. Ok. Tu me donnes la réponse pour alpha que tu as trouvé? Pour alpha, j'ai trouvé -1 plus i. Ouais, moi aussi. Ça marche. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent qu'on explique comment on a trouvé ça? En fait, il n'y a rien à faire, il y a juste à appliquer la définition. Hein. Est-ce que vous pouvez juste l'appliquer une fois, au moins Une fois? pour Ouais, ok. ouais. Ça marche. Ok, allez, on y va. Donc, le alpha qu'on cherche à calculer, c'est moins U2 scalaire V1 sur la norme de V1 au carré. Alors, la norme de V1 au carré, je crois que je l'ai calculée juste en haut, elle est là, elle vaut 3. Donc, en fait, ça fait moins U2 V1 sur 3. À partir de là, il ne nous reste plus qu'à calculer donc U2 V1. Donc, il suffit de faire le produit scalaire. On y va. Donc, le alpha, ça va être du coup moins 1 tiers. Voilà, comme ça, je suis débarrassé. Et je dois faire le produit scalaire de 1 moins i, 1 plus i, 2. Ça, c'est mon U2 scalaire 1, 0, 1 moins i. Donc, si on développe tout ça, ça fait moins 1 tiers de 1 moins i, plus 0, plus 2 facteurs de 1 moins i. Ce qui fait moins 1 tiers de 3 facteurs de 1 moins i. Donc, ça fait i moins 1. Voilà. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Ok. Allez, je vous laisse faire le suivant. Si vous l'avez peut-être déjà fait à ce moment-là, vous me donnez directement la réponse. Hein. Donc ça, c'était mon 2. Voilà. Mon 3. On va calculer V2. Du coup, j'ai trouvé 0, 1 plus i, 0. Tout à fait. 1 plus i et 0. C'est parfait. Tu peux nous donner, alors si tu l'as, hein, mais si tu ne l'as pas, tu ne nous donnes pas. Est-ce que tu peux nous donner V2, norme de V2 carré? Je ne l'ai pas calculé encore.
Bon, en fait, c'est assez vite fait. Regarde, ça fait 0, 0. Ça fait 0 plus 1 plus i facteur de 1 moins i plus 0. Donc, ça fait 2. Donc, ça, c'est si vous vouliez normer le vecteur V2, bah, il faudrait le diviser par racine carrée de 2. Et V1, bah, il faudrait le diviser par la norme de U1, donc il faudrait le diviser par racine carrée de 3 cette fois-ci. Je vais le mettre, puisque de toute façon, je l'avais mis tout à l'heure. Donc, en fait, si on voulait avoir V1 normé, eh bien, ça serait U1, c'est-à-dire 1 sur racine de 3 fois U1, c'est-à-dire 1, 0, 1 plus I. Ça serait le V1 normé. Et le V2 normé, eh bien, ça serait 1 sur racine de 2, facteur de 0, 1 plus I et 0. Bon, ce n'était pas demandé, mais comme ça, vous le voyez directement. Ah si, c'était demandé, excusez-moi. La base était pas que orthogonale, elle était orthonormée. Donc, il faut bien diviser par la norme. Bon, après, si vous voulez vérifier que vous avez trouvé la bonne chose, on ne sait jamais, bah, vous calculez le produit scalaire de V1, V2, ce qui va vous donner le même résultat que le produit scalaire de V1 normé, V2 normé, hein, si tout va bien. Et bah là, vous allez trouver 0. Et du coup, V2, comment vous l'avez trouvé? C'est bien alpha V1 plus U2? Oui, c'est ça. Alpha D'accord. V1 plus U2. Je ne l'ai pas noté là. Tu as raison, on va le noter. Voilà. Donc ça fait bien 0. Donc on vient bien de construire une base orthogonale et normée. Encore une fois, hein, si vous mettez ça à la place, ça fait aussi 0. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Oui. OK. Eh bien, on va pouvoir passer à l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, il n'y a pas vraiment de rappel de cours à faire, puisque on vous demande simplement que phi qui est défini, le produit scalaire qui est défini est un produit scalaire hermitien. Et pour ça, bah, vous avez juste à vérifier les propriétés d'un produit scalaire hermitien. Et vous avez ça sur... Alors, tiens, il n'y a pas les numéros de page sur le poly. Ah oui, mais je ne les vois pas. Bah, c'est la première page, en fait. Alors non, ce n'est pas la première page. D'après mon La poly... page 30. La page combien? 30 du poly. Oula, moi j'en suis à la page 7, là. Qu'est-ce qu'il y a à la Ah, page? le polypapier, peut-être, je sais pas. Non, mais j'ai peut-être pas le même polybout, du coup, parce que là, j'ai carrément un doute. Il a peut-être supprimé plein de trucs. La page 30. Ah non, moi, j'ai pas du tout la même page 30, alors. C'est le chapitre 1 qui s'appelle Produit scalaire, espace de Hilbert et orthogonalisation. Vous avez ça dans votre premier chapitre? Je ne sais pas, hein, parce que comme Yves a tout réarrangé, je ne sais pas s'il n'a pas réarrangé aussi le polycopier. Hein, donc, Bah, nous, on a eu des informations comme quoi il fallait lire telle page à telle page sur l'ancien poly. Du coup, je ne pense pas qu'on a encore accès au poly réarrangé, si je ne me trompe pas. Et alors, ouais, parce qu'en fait, vous avez un polypapier et ça se trouve, moi, j'ai pas le même. Et moi, j'ai pris celui de Moodle, en fait. OK. Donc, OK, peu importe, vous voyez de quoi je veux parler. Vous avez en fait Oui, c'est le bon. produit scalaire qui est défini et vous avez le cas des espaces vectoriels complexes. Et donc, à ce moment-là, le produit scalaire est un produit hermitien. Pendant que vous démarrez l'exercice, je vous remets ce que j'ai sur ma page. Comme ça, vous verrez exactement tout ce qu'il faut vérifier.
Voilà, je pense que vous avez ça dans votre poly. Est-ce que Oui. tout le monde a réussi à démontrer la première propriété? On est en train là. Oui. Est-ce qu'il faut que j'attende et est-ce que vous voulez la correction ou est-ce que c'est trop évident? Comme vous voulez, hein. Bah, c'est juste de l'écriture en fait. Oui, Ouais, là, c'est juste écrire le truc. c'est juste Ouais, l'écrire, donc normalement, ça devrait se faire assez vite, hein. Il n'y a pas de difficulté particulière là. Il faut simplement développer le produit scalaire. Alors, vous voyez que le produit scalaire, on l'appelle quelquefois phi. Quelquefois, on va le mettre en crochet, mais c'est tout pareil, hein. C'est exactement la même chose, hein. Il se trouve que quand vous êtes sur un logiciel de calcul formel, vous allez effectivement définir une fonction de fonction. C'est pour ça qu'on phi, en fait, ce n'est pas une fonction classique, c'est une fonction de fonction. Et les crochets, effectivement, c'est une fonction de fonction. C'est une fonction de deux fonctions P et Q. Bon, pendant que vous faites la suite, je vous écris pour ceux qui souhaitent la correction, mais effectivement, elle n'a rien de transcendantal, hein. Donc, le premier point, on a l'intégrale. Je ne parle pas comme ça, je vous laisse tranquille. Ok, c'est tout bon pour vous pour la deuxième? C'est en cours. Moi, j'arrive moins bien sur la deuxième, c'est moins. Comment dire? Instinctif. Ouais, je suis d'accord. Notion, on est d'accord que le conjugué d'un conjugué, ça fait l'entité en elle-même, non? Ouais, c'est ça. C'est ce qui se passe en fait. Ah ouais, c'est comme ça du coup qu'on s'en sort. C'est ça. Bon, moi j'ai commencé par calculer ça en fait. Le conjugué de ça. Ouais, c'est ça.
Alors à la fin, c'est égal à phi de SG, puisqu'effectivement, le produit est commutatif. Donc là, c'est quoi la propriété que vous utilisez? C'est que le module le conjugué du conjugué, c'est l'original, c'est ça? C'est ça. Le Ok, conjugué parfait. de Z bar, c'est Z, par exemple. Oui. Alors, pour la propriété suivante, vous avez besoin d'un petit rappel, hein, au cas où. C'est que si vous avez un nombre complexe Z, A plus IB, peu importe en fait, Z bar fois Z, si vous faites le calcul, vous allez trouver le module au carré. Vous allez avoir besoin de cette propriété-là. Après, une fois que je vous ai dit ça, en réalité, vous avez quasiment la réponse, hein. Ça va pour la propriété 3, la numéro 3? Ouais. Surtout s'il y a des gens pour qui ça ne va pas, n'hésitez pas à vous manifester à ce moment-là, hein. Donc, on écrit simplement la définition. Et on a en fait un nombre et son conjugué. Et donc ça, c'est la même chose que l'intégrale de 0 à 2pi. C'était de 0 à 2pi ou de 0 à pi? Non, 2pi. Hein. Ouais. À 2pi, ouais. Ok, la même chose que la norme La norme au carré de FE I θ. Tout à fait. Donc cette chose-là, cette bestiole-là, ne peut donner qu'une intégrale positive. Mais dans les caractéristiques, on ne doit pas dire que ça appartient à R+, donc R n'est pas quelque chose de complexe. En fait, c'est une norme, donc c'est pas c'est complexe. une norme, donc le module, il n'est jamais complexe. Oui, enfin, oui, je suis con, évidemment. Donc, il n'est pas con, j'ai fait la même boulette la première fois. Bon, Non, non, ça arrive. d'accord, merci. Mais effectivement, c'est une norme, hein, donc elle est forcément positive. Et puis pour ceux qui ne sont pas convaincus qu'une intégrale, lorsqu'elle est définie positive, ben, en fait, ça veut dire qu'elle se balade jamais. Par exemple, elle ne va jamais faire ça. Parce que sinon, là, vous auriez des parties négatives possibles, hein. Non, c'est à son grand minimum, elle atteindra une valeur 0, quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
C'est comme si on faisait basculer la valeur, enfin la partie basse au-dessus, quoi. C'est Basculer ça. entre très grosses C'est pas lignes. ce genre de cas-là, quoi. Et par contre, monsieur, moi j'aurais une question pour le 4e cas. Oui. Est-ce qu'on peut juste dire ça comme ça ou il faut qu'on le démontre? Parce qu'en soi, c'est un peu logique, non? Alors, non, c'est loin d'être logique. Alors, si, oui, bien sûr. Je vois ce que tu veux dire. En fait, le problème de la propriété 4, c'est toujours la plus délicate, hein. Ouais, c'est ça. Le problème, il est là. C'est le si et seulement si qui est C'est problématique. le problème, ouais, c'est 6 seulement si, ouais. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi que la première partie, bah, évidemment, oui, je suis d'accord, elle est complètement évidente, hein. Donc, on va la faire, hein, d'ailleurs, hein. C'est immédiat. Si, en fait, f égale 0, donc vous avez phi de 0, 0, bah, ça fait l'intégrale de 0 à 2pi de 0, 0, ça va. Ça, on connaît à peu près le résultat, ça fait 0. Donc, le premier bout, il est très facile à démontrer. Par contre, l'inverse, si cette fois-ci, phi de g égale 0, ça entraîne quoi? Bah, ça va entraîner que l'intégrale de 0 à 2pi, donc le module de g au carré, puisque c'est gg, donc dθ, bah, lui, ça va donner quelque chose qui est égal à 0. Ouais. OK? Si on a ça, on a ça qui est égal à 0. Donc là, ça devient un peu plus compliqué parce que bah là, on ne peut pas dire que G est forcément nul. Regardez. Imaginez que j'ai une fonction qui est comme ça. Donc là, j'ai G. Et j'ai une fonction G, donc là, c'est mon espace de complexe. Bon, on va faire juste pour l'instant une dimension, ce n'est pas la peine de s'embêter. Imaginez que ma fonction, elle est comme ça. Elle est nulle, et de temps en temps, elle fait ça. OK? Ouais, j'avais pas pensé à ce cas-là, ouais. Ah ouais, non, mais c'est vicieux, hein. Donc là, je suis entre 0 et 2pi, par exemple, là, si je veux reprendre mon exemple, hein. Donc là, du coup, je ne suis même pas en Z, j'ai un angle, en fait, j'ai θ, là. On va plutôt mettre θ. Alors, ça, c'est un peu vache, parce que vous voyez que ma fonction, elle n'est pas nulle, en fait. Elle n'est pas nulle, parce qu'en certaines valeurs particulières, eh ben, elle va effectivement être non nulle. Il y a cette valeur-là où elle est non nulle, celle-ci et celle-ci. Mais par contre, si vous essayez de calculer l'intégrale, vous allez bien trouver que l'intégrale est nulle, puisqu'en fait, j'ai des Dirac en fait, bien sûr. à chaque position. Donc, du coup, j'ai bien une intégrale qui est nulle. Donc, en réalité, je ne peux pas dire que ça entraîne G égale 0. Alors, on pourrait se dire, bon, bah, donc, ça y est, c'est foutu, c'est-à-dire que ce n'est pas un produit hermitien. Sauf que la définition du produit hermitien, ce n'est pas que il faut que ça entraîne que G soit égal à 0, il faut que G soit égal à 0 presque partout. Ça, c'est oui, c'est vrai, je l'avais noté. G égale à 0 presque partout. Alors, on pourrait croire que c'est du français, mais ce n'est pas du français, hein. C'est vraiment des maths, c'est-à-dire que ça, c'est une définition mathématique. Là, vous avez l'exemple d'une fonction G qui est presque nulle partout. Et en fait, c'est même l'inverse, c'est-à-dire que la définition, c'est que l'intégrale de G est égale à 0. Sur le domaine que vous étudiez est égal à 0. C'est un petit peu subtil, ça, hein. C'est un petit peu subtil, mais malheureusement, on va en avoir besoin effectivement assez souvent de cette propriété-là. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de définir en fait autre chose qu'une fonction nulle. C'est la notion de fonction nulle presque partout. Je crois que c'est expliqué à un moment donné dans votre poly, ça. Ouais, dans le poly, il y a une explication, mais par contre, c'était une intégrale de 0 à 1. Et du coup, je ne savais pas si Non, si peu ça avait importe. quelque chose de grave ou pas. Okay, les fonctions, si tu veux, qu'on est en train d'étudier, tu vois, c'est des fonctions donc doublement continues. Des fois, elles sont sur 0, 1. Bah, ici, en fait, elles sont sur 0, 2pi. Oui, voilà, ok, bon, ouais, ça marche. En fait, hein. Super. C'est pareil, hein, c'est pareil. Alors ça, c'est vraiment une notion hyper importante. Par exemple, en mécanique des milieux continus, on va considérer que des fonctions qui sont intégrées sur tout le volume, qui donnent en fait 0, eh bien, ça va entraîner automatiquement que f est égal à 0. Ou qui est égal à 0 presque partout. Ça, on va l'utiliser en mécanique des solides, ça, par exemple.
Donc, ce n'est pas des notions déconnectées en fait, de la physique. Hein. C'est vraiment des choses dont on a besoin assez couramment, même en méca. Est-ce que ça vous va pour la propriété numéro 4? Je vois bien, il y a juste le coût des Dirac là que j'ai pas trop compris. Comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Comment on peut l'évaluer, si tu veux dire? Pas l'évaluer, comment est-ce qu'on peut le remarquer à partir de ce qu'on a marqué à la partie 4? En fait, si tu veux, la partie 4, je ne peux pas, alors je remets ça comme il faut, je ne peux pas dire que ça entraîne G égale à 0. Je ne peux pas le dire en fait. Et pourquoi je ne peux pas le dire? Parce que j'ai montré un contre-exemple, juste à côté. C'est celui-là le contre-exemple. Ouais. Le contre-exemple, tu vois bien que cette fonction-là, si je fais l'intégrale du module de cette fonction au carré sur l'intervalle 0 à 2π, je vais trouver 0. Oui, d'accord. Mais ça n'entraîne pas G égale 0. Donc, on va faire l'inverse, on va considérer qu'en réalité, ça entraîne, alors là, pour le coup, ça sera vrai, G presque partout nul. Et ça, c'est OK, ça. Ça, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est une petite subtilité, effectivement, pour définir un produit hermitien. D'accord, je vois. Merci. Allez, on passe à la suite. Alors, la suite, c'était quoi la suite? Montrer que la famille 1x, x carré jusqu'à xn est orthogonale pour ce produit scalaire. Donc ça, c'était la deuxième question. Question 2. Voilà. Que ce produit non, pardon. C'est pas montrer que ce produit, c'est montrer que la famille. Mais ça n'avait pas de sens. Hop. 1, x, x2, x cube, xn, orthogonal avec ce produit scalaire. Alors ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que faut faire attention, hein, l'espace vectoriel que vous allez manipuler, l'espace vectoriel de fonction que vous manipulez, il faut toujours qu'il soit associé à un produit scalaire, et en réalité, l'orthogonalité des fonctions qu'il compose dépend bien sûr du produit scalaire, c'est obligatoire. Hein. Donc vous pourriez très bien avoir le même espace vectoriel, mais avec un autre produit scalaire, et vos fonctions ne seraient plus perpendiculaires. Ok, allez, je vous le montre directement, celui-là, sauf si vous l'avez déjà fait. Hein. Vous m'arrêtez hein, si vous ne voulez pas que je le fasse tout de suite. Personne ne m'arrête? Ok, je continue. Donc, quel que soit en fait deux entiers, ça ce sont des entiers. Comment on note l'espace des entiers? C'est n, non? C'est ça? C'est naturel. Les entiers naturels, oui, ça me va bien, ouais. Donc, vous calculez en fait, donc vous prenez deux fonctions, donc phi exposant A et pardon, x exposant A et x exposant B, et vous en calculez le produit scalaire. Donc on y va. Ça fait l'intégrale de 0 à 2π de donc on va voir EI θ, alors là, exposant A, fois E moins Iθ, c'est le conjugué, exposant B, dθ. Je vous rappelle que vous avez ça. Hein. Juste, monsieur, Oui,
C'est pas plutôt pour tout A B appartenant à un petit n, vu qu'on est, enfin, on est dans un. Enfin, la base canonique, c'est un Ouais, i, ouais, c'est x puissance n. ouais, tu as raison. C'est des antinaturels, mais qui sont compris dans l'espace, oui, tout à fait. Dans l'intervalle 1. Même pas 1, en fait. 0, ça pourrait être bon. Oui, 0. Ah, petit n, oui, tout à fait. En fait, c'est des entiers naturels qui sont compris dans cet espace-là. Bon, du coup, on peut continuer notre calcul. Et on va trouver que ça, c'est égal à 0 à 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi, de EIθ facteur de A moins B dθ. Donc là, si on a A moins B, on a deux possibilités. Si A est différent de B, alors on va avoir phi de xa xb qui est égal à 1 facteur, vous faites l'intégrale de EIθ facteur de A moins B entre 0 et 2pi. Alors, mais EIθ de A moins B, c'est égal à... c'est égal à quoi ce truc-là? Excusez-moi, là, je me suis un peu emballé, là. J'ai oublié le dénominateur. Faut pas hésiter à m'interrompre quand je fais des conneries. Donc, que vaut le... J'avais oublié de Monsieur. diviser par le I facteur de A moins B. Excusez-moi. On dit que il existe un AB appartenant, c'est un N, c'est ça? Un grand N. C'est Ouais, c'est ça, un grand des N de antinaturels, 0 à petit n. mais seulement ceux qui sont compris de 0 à petit n. Oui. D'accord, parfait. OK. Donc ici, on a EIθ facteur de AB. Ça, c'est en fait, si vous l'expliquez sous forme de cosinus, c'est cosinus θ facteur de A moins B plus I sinus de θ facteur de A moins B. Du coup, ça vous permet de calculer l'intégrale parce que sinus de 0, c'est la même chose que sinus de 2pi. Et vous avez aussi cosinus de 0 qui est égal à la même chose que cosinus de 2pi. Donc du coup, le résultat de cette intégrale, donc de ce produit-là, si A différent de B, eh bien ça fait 0. Donc déjà là, c'est assez intéressant parce que si vous prenez 2 à 2, donc deux fonctions y et b, donc deux fonctions distinctes, eh bien vous allez trouver qu'elles sont orthogonales puisque le produit scalaire, le résultat du produit scalaire, c'est 0. Et bien sûr, quel que soit AB, élément de 0 à n. Qu'est-ce qui se passe si vous avez A égale B? Allez-y, je vous laisse répondre. Donc ça revient à calculer phi de xa, phi de xa. Ça va faire 0 sinon? Ah non. Pourquoi? Ça fait 1, non? Bah, attendez. Faites le calcul et puis vous me dites après. Il faut juste faire le calcul. Hein. Alors, ça donne quoi?
Ça fait 2pi. Oui, merci. Ça fait 2pi. Bah oui, ça fait l'intégrale de 0 à 2pi. C'est pour ça qu'il faut distinguer les cas avant, parce que sinon, vous vous retrouvez vous vous retrouvez coincé à cause de ça, là, à cause du 1 sur a moins b. Donc, il faut le faire avant, en fait. Il faut développer l'intégrale avant de l'intégrer, parce que sinon, ça ne marche plus. Et là, vous n'avez plus que E exposant 0, ça fait 1. Donc, vous n'avez plus qu'à intégrer 1 de 0 à 2pi. Donc, c'est bien égal à 2pi, tout à fait. Donc, si vous vouliez, par exemple, avoir une famille orthogonale, bah, il faudrait à chaque fois... Alors, c'est assez rigolo parce que ça, c'est quel que soit A. Donc, quel que soit A, en fait, bah, vous allez avoir le résultat de l'intégrale, c'est 1 sur 2pi. Ce qui veut dire que votre base, là, votre famille libre, qui était 1, x, x carré, xn, bah, si vous voulez la même, mais en orthogonale normée, bah, vous prenez directement 1 divisé par... alors, le 1, par contre, non, ça ne va être pas pareil. Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez avoir 1 si, ça fait pareil. Ça ne change rien, en fait. Vous allez avoir 1 sur racine de 2pi. Le deuxième vecteur, ça va être x sur racine de 2pi, etc. Donc, il suffit... en fait, tous les vecteurs ont la même norme. Donc, du coup, vous avez juste à diviser votre famille libre par 2pi. Et vous avez une famille libre ortho-normée. Est-ce que vous pouvez réexpliquer d'une part l'histoire de la famille orthonormée et d'autre part, comment est-ce qu'on aura l'idée d'avoir ce raisonnement pour répondre à cette question en fait? Parce qu'on prend tout de suite phi de x puissance a, x puissance b. Qu'est-ce qui nous ferait dire on prend ça pour démontrer ça? D'accord. Tout à l'heure, attends, je reviens tout en haut. Hein. En haut, on a défini en fait ce produit-là, phi de gf ou de fg. F et g, ce sont des fonctions. Oui. Il se trouve qu'ici, on me donne une base de fonctions. Alors, voilà, qui vaut 1, x carré, x cube, xn. On me la donne. D'accord. Et ensuite, bah, on dit simplement montrer que cette base de fonctions est orthogonale 2 à 2. Donc, je prends deux fonctions dans cette famille, ce qui revient à prendre xa et xb avec a différent de b, et je vois. C'est C'est fais orthogonal le produit scalaire. Ok. Ça va? Ça va, c'était le orthogonal 2 à 2 qui me manquait. Il suffisait de piocher 1 enfin Oui, 2 en fait, l'orthogonalité, comme elle marche forcément pour deux fonctions, il faut le faire 2 à 2. Et en plus, il faut que ça soit vraiment quel que soit a et b, dans un premier temps avec a différent de b, dans un deuxième temps avec a égale b. D'ailleurs, si j'avais voulu être cohérent dans mes notations, j'aurais mis ça ici. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Et le b ici. Ça, c'était si A différent de B. Ça, c'est si A égale B. Ouais, je vois très bien. Alors, après, tu as dit, tu as posé un autre truc, tu as dit pourquoi normé ou orthonormé, c'est ça? Oui, qu'est-ce qui nous fait dire qu'il faut diviser par 2pi, racine de 2pi? En fait, j'ai l'impression que vous vous êtes servi du résultat. C'est la définition. Ma fonction va être orthonormée. Enfin, ma base, enfin, le vecteur de ma base va être orthonormé uniquement si j'ai ça. Il faut que la norme de mon vecteur soit égale à 1. C'est-à-dire que ma base, il faut que, par exemple, tu vois, cette base-là, là, on va l'appeler UN, par exemple. Ça, c'est la base UN. Il faut que UN, quel que soit n, il faut que la norme de UN, qui est égale à UN scalaire UN racine carrée, ben, il faut que ça soit égal à 1. Ah oui, d'accord. Et on a juste au-dessus, on a calculé la... Et en fait, quel que soit A, on a calculé phi de xa, ça vaut toujours 2pi. C'est un peu exceptionnel, hein, mais ça vaut toujours 2pi. Donc, du coup, il suffit de diviser toutes les fonctions de la base libre
par racine carrée de pi pour obtenir une base orthonormée. D'accord, c'est tout bon, je vois. Ça marche. Bah, écoutez, donc du coup, on peut passer à l'exercice 3. Alors, faites une petite pause si vous voulez, intellectuellement, reprenez vos notes et je vous donne 5 minutes pour faire tout ça. Et puis quand vous êtes prêts, vous me le dites et je vais faire juste un petit rappel de cours, c'est tout. Alors là, encore une fois, je pose la question si on continue. S'il y en a un ou une qui me dit non, j'attends, hein. Personne n'a l'air de dire non. OK. Je vous fais un tout petit rappel sur le théorème de Pythagore généralisé. Alors, vous connaissez tous le théorème de Pythagore, hein. Si vous avez donc deux vecteurs perpendiculaires, voilà, comme ça, eh bien, ces deux vecteurs, on va plutôt les mettre... ça ne va pas le faire, là, si je le fais dans ce sens-là. V, par exemple. Eh bien, ces deux vecteurs, lorsque vous allez les additionner, alors, sauf que ça ne me fait pas U plus V, ça. Je recommence comme il faut. U, V et U plus V, c'est ce vecteur-là. Là, j'ai pris un cas particulier de Pythagore où je suis perpendiculaire. Ça, c'est le théorème que vous connaissez le plus. Donc ici, en fait, si j'ai mes trois vecteurs, ça veut dire que U carré plus la norme de V carré va être égal à la norme de U plus V carré. Ça, c'est Pythagore que vous connaissez très bien. Alors, ensuite, il y a Pythagore généralisé. Vous avez U, vous avez V, vous avez U plus V, mais cette fois-ci, les vecteurs U et V, alors ce n'est pas cet angle-là, c'est celui-là plutôt, ils font un angle alpha. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il vous dit que cette fois-ci, vous allez avoir U plus V, la norme de U plus V au carré, c'est égal à la norme de U au carré plus la norme de V au carré, plus le réel, non? Alors, non, là, je suis en réel. Hein. Donc, je suis dans un espace vectoriel réel, celui que vous connaissez le plus souvent, fois la norme de V, fois le cosinus de alpha. Alors, pourquoi? Parce que ici, en réalité, j'ai le produit scalaire de U par V. Si je le développe complètement, ça fait ça, en fait. Hein. En fait, c'est le produit scalaire, ça, c'est le produit scalaire de UV. J'ai mis ça en trop. Je l'enlève. Monsieur, ce matin, j'ai lu le cours, et dans le cours, il y a marqué que pour Pythagore, on a la norme de f au carré plus la norme de g au carré plus le réel du produit scalaire de Oui. f, g. Tout à fait. Ça, c'est si U et V sont dans un espace complexe.
Ah, d'accord. Ok, ça, c'est si c'est le complexe. Ouais. Si c'est dans un Tandis espace que complexe. là, je suis en train de vous montrer le Pythagore que vous avez l'habitude de voir depuis que vous êtes tout petit, en fait, Ah, ok, ok, ok. Ouais, pardon. Ok, pour des vecteurs à composantes réelles. Ouais, ouais, tout je à fait. comprends. Ouais. Et maintenant, du coup, donc là, c'était pour Monsieur, Pythagore en réel, et maintenant complexe. Oui, je t'écoute. c'est 2 fois le produit scalaire UV. Euh, Il y a un 2 devant. Pourquoi il y a un 2 devant? Identité remarquable. Ouais, mais attends, pourquoi j'ai pas trouvé ça? Oui, tu as raison, là il y a un 2 et là il y a un 2. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Oui, oui, tout à fait. C'est exact. Et effectivement, on retrouve le cas particulier de l'angle orthonormé quand vous avez ici qui est alpha qui est égal à pi sur 2, donc vous retrouvez en fait le Pythagore pour les triangles rectangles. Ça marche. Ok, allez, on fait la même chose, mais cette fois-ci en complexe. Donc on part de U plus V, norme de U plus V au carré. On reprend la définition, c'est U plus V scalaire U plus V. Donc on développe tout. Ça, c'est U scalaire U plus V scalaire V plus U scalaire V plus V scalaire U. Donc ça vous donne la norme au carré de U plus la norme au carré de V plus le produit scalaire UV plus le conjugué du produit scalaire UV. Parce que ça, en fait, c'est la même chose que le dernier terme que j'ai mis là, c'est-à-dire VU. Ça, c'est la symétrie hermitienne qui me donne ça. Or, si vous avez deux complexes, si vous faites l'addition de Z plus Z bar, en fait, c'est égal à 2 fois la partie réelle de Z. Avec, comme d'habitude, vous prenez Z égale A plus IB. Et Z bar, c'est A moins IB. Résultat des courses, eh bien, du coup, ça fait que U plus V, la norme au carré, ça va bien être égal à U carré plus V carré, plus 2 fois la partie réelle de mon produit scalaire UV. Voilà. Et ça, vous en avez besoin dans la démonstration donc, de l'exercice. Du coup, je ne le refais pas, mais en réalité, vous avez la même chose pour U moins V. Donc U moins V, vous avez la norme au carré de U plus la norme au carré de V moins, cette fois-ci, 2 fois la partie réelle du produit UV. Et donc là, l'exercice 3, on vous dit qu'on va utiliser un produit scalaire réel dans un premier temps, donc qui correspond plutôt aux démonstrations que je vous ai fait ici, là. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, vous allez utiliser ces relations-là pour pouvoir faire la démonstration avec un produit scalaire, mais cette fois-ci complexe. Et donc, vous devez démontrer les deux propositions de l'exercice 3. Allez, je vous laisse démontrer déjà la première. Alors, vous êtes dans le cas réel. Hein. Donc, celle-là, elle est assez simple, on va dire, la démonstration. Donc, vous démontrez, est-ce que ça, c'est vrai? En fait, avec ce que je vous ai déjà montré, ça devrait aller assez vite.
En fait, c'est même immédiat, hein. Je crois qu'on ne va même pas la corriger, la première. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour la démonstration de la première? Je vois pas trop, non, pour l'instant. Qu'est-ce qui t'ennuie? En partant de ce que j'ai mis là, ça là, attends, ce résultat-là? Euh, dans les... Attends, je regarde. Parce que Non, mais- c'est immédiat dans le sens où quand vous êtes en réel, il n'y a pas de symétrie hermitienne, hein. Vous avez directement le produit scalaire, il est symétrique, c'est-à-dire que vous avez le produit scalaire de UV qui est égal au produit scalaire de VU. oui, je vois, je vois. Non, mais moi, j'étais parti en complexe et pas en réel. Non, on fera après ça. Monsieur, moi je comprends pas comment est-ce qu'on a par contre du coup la norme de U-V au carré qui apparaît. Ah, mais c'est parce que je ne l'ai pas écrite. Il faut que tu utilises, pardon. Il faut aussi que tu utilises l'autre relation qui est la norme de U moins V au carré, c'est la norme de U carré plus la norme de V carré moins 2 fois UV. Ok, ouais, je vois mieux, merci bien. J'y avais pas pensé. J'ai oublié de le mettre, en fait. Je l'ai mis, tu vois, pour la partie complexe, mais je ne l'avais pas mis Pour le complexe, ouais. réel. Bon, donc là, je pense que ça pose plus trop de problèmes, là. Ouais, non, du coup, non. Ah, c'est tout bon. C'est tout bon. N'hésitez pas, hein, s'il y a des gens pour qui c'est pas bon. Mais enfin, bon, là, vous avez rien à faire, hein. Vous additionnez ces deux choses-là. Enfin, vous les soustrayez, pardon, puis c'est fini, hein. Et vous allez trouver que le produit scalaire, c'est un quart de... Voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment de difficulté. Par contre, je vous laisse un petit peu réfléchir sur la dernière démonstration. Celle-là, elle est un peu moins évidente.
Alors, je vous aide un tout petit peu. Vous allez être obligé d'utiliser une des propriétés qui est la sesquilinéarité. Comment ça? Oula, ça fait peur. Alors, la propriété de sesquilinéarité que vous allez devoir utiliser, c'est que si vous avez un produit scalaire et hermitien, vous avez phi de f alpha g qui est égal à conjugué de alpha fois phi de GF. De FG, pardon. Ça, c'est la sesquilinéarité. Je vous rappelle que tout à l'heure, quand on a fait les calculs, on a calculé alpha f g. Et là, en fait, on vous demande de calculer phi de f virgule alpha g. Donc ça, en fait, si je veux le démontrer, il faut que je mette directement, c'est la même chose que phi de alpha gf conjugué. Et donc, ce truc-là, en fait, c'est la même chose que, du coup, je peux faire l'autre, ça fait alpha phi de GF conjugué, conjugué, et ça fait alpha conjugué phi de FG. La démonstration, ça c'est la démo, ça. Vous l'avez dans votre polycope, dans les pages qui suivaient les fameuses définitions, c'est la page juste derrière, en fait. Donc, vous allez être obligé d'utiliser cette propriété-là. Dès qu'il y en a un ou une qui a le résultat, il le signale et à ce moment-là, je donne la réponse. On a encore un petit peu de temps, hein, je vous laisse chercher. Alors, on a tout à fait conscience dans cette matière-là et dans ces exercices-là que les gens qui viennent de prépa, alors je ne sais pas, il y a des gens parmi vous qui viennent de prépa? Nadir? D'accord. Donc pour vous, Oui, je reconnais que vous devez vous ennuyer un peu. Par contre, pour les gens qui viennent d'un DUT, par exemple, ça doit être un petit peu plus chaud quand même. PA. J'ai pas entendu là. Tu as coupé le micro avant de parler. Un peu, ouais. D'accord. Alors, là, pour le coup, il va y avoir une inégalité de traitement. Il va y avoir un petit peu plus de travail dans cette période pour les gens qui viennent d'un IUT. Et ce que je vous conseille, c'est... Alors, le polycope est vraiment très, très bien fait, mais je vous conseille de faire les exercices qu'il y a dans le polycope. Et là, du coup... Oui, je t'écoute. Excusez-moi. Il y a des corrections des exercices corrigés du poly ou pas? Non, il n'y en a pas. Par contre, Ok. moi, je les ai tous faits normalement. D'accord. Donc, je suis capable de soit vous donner une correction, soit de vous aiguiller. Donc, la façon de procéder, elle est simple, hein. Vous choisissez un exo du poly, par exemple, et vous la rédigez sur une feuille. Vous numérisez votre feuille, vous me faites un PDF. Et moi, derrière, soit je vous dis c'est tout bon, soit si c'est pas bon, je vous donne des pistes pour y arriver, voire je vous donne la correction.
Ok, bah parfait, merci. Moi, j'ai vu les corrections des exercices à la fin du polypapier qu'on a, hein. Ah, elles y sont maintenant? Toutes? Bah, en tout cas, jusqu'à la page 31, oui. Tous les exercices que Ouais, j'ai faits, ils alors, étaient corrigés. ouais, alors, en théorie, oui, ok. En fait, vous avez également comment dire, des guides de résolution de vos exos de TD. Sincèrement, moi, la première fois que j'ai fait ce TD, tout seul dans mon coin, même avec le guide de résolution, j'en ai vraiment bavé, hein. Donc, oui, oui, effectivement, il y a des corrections à la fin. Bon, ça aide, hein, c'est un guide, quoi. Mais quelquefois, ça va un peu vite, hein. Mais tu as raison. Je viens de les voir là sur mon poly aussi. Mais tu vois, je les avais même pas regardés. J'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais passé moins de temps. Ok. Alors, est-ce que vous trouvez des choses là sympathiques? Ou est-ce que c'est un peu la galère pour vous? À ce moment-là, si c'est trop la galère, je corrige, hein. Perso, je me suis un peu perdu dans mes i, je crois. Tu t'es perdu? Oh, mais Je me là, suis perdu oui, au fil du calcul avec les i, les produits scalaires, je trouve pas le bon résultat. d'accord. Et il y en a d'autres là qui sont arrivés à une impasse ou qui sentent qu'ils ont quelque chose, mais c'est pas tout à fait ça, hein? Je pense que je dois avoir l'idée, mais je n'ai pas encore fini. Bah, je laisse un petit peu Moi, de temps. j'arrive pas bien. Je laisse un petit peu de temps parce que c'est vrai. Au début, quand on tâtonne, le calcul est un petit peu long, hein. Là, je vais remettre simplement ce qu'on a démontré tout à l'heure. Donc le démarrage, je pense que vous l'avez tous trouvé, hein. Vous partez des deux expressions que je vous ai données tout à l'heure et vous soustrayez ces deux expressions. Alors si vous n'êtes pas parti comme ça ne veut pas dire que c'est faux, hein, mais ça veut dire que vous êtes parti d'une façon beaucoup plus compliquée. Allez, je le fais en direct. Ça fait U plus V au carré moins U moins V au carré. Tout va s'annuler et du coup, il va me rester que 4 fois la partie réelle de mon produit scalaire. Alors, c'est à partir de là, sincèrement, là, j'ai eu beaucoup de mal. Est-ce que vous voyez ce qu'il faut faire là, à ce niveau-là? Pour calculer les deux autres derniers termes, j'ai utilisé ce que vous avez démontré juste au-dessus, avec alpha qui est égal à i. Oui, tout à fait. On va avoir besoin de ça. L'astuce ici, ça c'est une bonne idée, hein. On va reprendre exactement la même relation là, celle-là, mais on va remplacer V par I fois V. OK? Donc c'est la même, hein. Simplement, on va prendre
un V un peu particulier, on va prendre le V multiplié par I, c'est tout. C'est une autre fonction qui est le V multiplié par I. Donc, je remplace tous mes V par IV. Rien ne m'empêche de faire ça. Hein. Et là, du coup, ben, j'ai toujours, bien sûr, 4 fois ma partie réelle, mais cette fois-ci, non plus du produit UV, du produit scalaire UV, mais U par IV. Alors, en réalité, on peut s'en douter en regardant le résultat final. C'est là où j'aime pas trop ce type de démonstration, parce que, franchement, si on ne vous donne pas le résultat final, autant vous dire que là, vous pouvez tourner en rond pendant très longtemps pour trouver quoi que ce soit. Donc là, il faut s'aider en réalité on va dire, du résultat final. Alors ensuite, on va travailler cette bestiole-là. Là. Ça, on va regarder comment on peut tirer quelque chose de ça. Alors là, on va utiliser la sesquilinéarité. Donc on va regarder en fait ce produit-là, ce produit vectoriel. Ça, si vous regardez bien, c'est comme quand tout à l'heure j'ai fait U scalaire alpha V. Sauf que ici, mon alpha, bah, c'est I, tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce produit-là, il est égal à I conjugué facteur de UV. Si je reprends ce qui est démontré juste au-dessus là, c'est-à-dire ce qui était là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ouais. Conjugué de I, s'il vous plaît. Moins I. Moins I. OK. Parfait. Or, quelle est la partie réelle d'un complexe qui vaut moins I Z? Allez, avec Z, Z, c'est par exemple A plus IB. C'est égal à l'imaginaire, non? Parce que Z, Ouais. il a déjà un I, donc la partie imaginaire va devenir une partie réelle. C'est ça. Donc la partie réelle de moins IZ, c'est égal en fait à la partie imaginaire de Z. Ça va? Oui. Ok. Bon, bah, c'est pas mal parce que là, je devais prendre la partie réelle. Donc du coup, en fait, la partie réelle de mon produit U par IV, ça va être égal en réalité à la partie imaginaire de mon produit scalaire U par V par rapport à ce qu'on vient de voir. Ça va? Ouais, Ok. ça va. Je l'aurais pas su le faire tout seul, mais ouais, ça va. Ah non, moi je trouve ça difficile quand même à faire tout seul. Hein. Donc ça, c'est mon équation 3, ça c'est mon équation 4. Je vais les additionner comme j'ai fait tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, donc je les ai soustraits, pardon. Là, je vais les additionner. Est-ce que j'ai fait? Non, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai fait. Alors attendez. J'ai fait quoi? Ouais, ouais, en fait, j'ai tout additionné. En fait. J'ai tout additionné, donc j'ai fait 3 plus 4. 3 plus 4. Alors, on y va. Donc, ça va me donner... J'ai un petit problème là, je ne sais pas comment je me suis débrouillé. Ah non, 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 c'est bon, c'est bon. Ok, on y va. Donc, on va additionner 3 plus 4 et on va mettre en facteur directement. Donc, du coup, on a U plus V carré moins U moins V carré. Et ensuite, on va avoir plus I facteur de U plus IV carré moins U moins IV carré. Et le tout, ça doit être égal à 4 fois la partie réelle de mon produit scalaire.
Je vais écrire comme il faut. Voilà. Plus I fois la partie imaginaire de mon produit scalaire. Est-ce que j'ai vraiment fait ça, là? Je suis en train de réfléchir. Non, j'ai pas fait ça. Hein. C'est plus compliqué que ce que j'ai fait. J'ai fait 3 plus I fois 4. Ah oui, voilà, je me demandais d'où venait le i. Non, sinon ça va pas. Hein. Ouais, ça va pas du tout. Là, c'est bon. Ouais, non, j'étais en train de réaliser qu'il y avait un petit schmilblick là. Hein. Ouais, c'est non, ouais, ça marchait pas. Ouais, non, ça marchait pas du tout. Donc voilà. Là, on est bon. Et là, j'ai bien fait 3 plus I fois 4. Donc, astuce. Hein. OK. Et une fois que j'ai ça, eh bien, qu'est-ce que c'est que ce nombre-là, là, in fine? Ben, c'est simplement 4 fois le produit scalaire UV. Le résultat pouvant être UV, ouais. complexe, il peut se décomposer en sa partie réelle plus I fois sa partie imaginaire. Et c'est fini. Bon, très honnêtement, dans ma vie, j'ai rarement utilisé cette relation. Mais voilà. Au moins, vous savez d'où elle vient et comment on la démontre. Après, c'est un peu normal. Je ne suis pas un matheux, moi. Je suis plutôt un expérimentateur, donc c'est un peu logique. OK. Eh bien, on a fini ces 2 premières heures. J'espère que le format vous convient. N'hésitez pas, hein, si Parfait. je suis adapté. Ouais, c'est nickel en vrai. Si vous voulez qu'on ait un autre format, ça me va très bien. Hein. Enfin, je C'est super, les petits points courts. Les petits points de cours avec les extraits, c'est Ça trop vous bien. va, cette façon de faire là? OK. Ouais, c'est nickel. Oui, très bien. Ouais, je suis d'accord. Vous voyez, j'ai pas refait le cours, donc je compte quand même beaucoup sur vous pour que vous regardiez le cours avant, parce que sinon, ça va être vraiment très dur. Mais sinon, à part ça, je ne voudrais pas vous en faire plus, parce que sinon, après, on n'aura plus de temps pour la résolution des exercices. C'est un peu le souci. Et ce qui est intéressant en TD, c'est quand même les exercices. Mais c'est un peu un piège. Hein. Faites attention à ça, c'est un piège dans le sens où on vous a supprimé les heures de cours magistral, ce que je trouve très bien, parce que ça vous permet de passer moins de temps devant l'écran. Mais à contrario, vous êtes quand même obligé de bosser votre cours. Hein. C'est obligatoire. Hein. Par contre, monsieur, je ne sais pas si c'est à vous qu'il faut le dire ou pas, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant d'avoir encore les horaires de cours magistraux sur l'emploi du temps. Même si on ne les avait pas, c'était pour se repérer quand est-ce qu'il faudrait, quels étaient les horaires, on va dire, où on aurait dû voir, voir tel cours. Je crois que c'est prévu. Hein. Je crois ok, ça serait bien. Parce que la responsable des emplois du temps, Nadine Noël, nous a demandé de renvoyer les fichiers d'emploi du temps en disant si le cours était en présentiel, s'il était en distanciel et s'il était considéré comme du temps libre pour la matière. Donc, du coup, dans cette matière, on va mettre alors voilà, ça doit être ça. tous les CM comme temps libre pour la matière. Mais après, vous n'êtes pas obligé, quoi. Vous êtes grand, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Mais ça donne un ordre d'idée, effectivement, de ce qu'il faudrait faire. Et c'est vrai que passer 2 heures à lire le poly, vous abattez déjà un sacré boulot, hein, à mon avis. Oui, carrément. Bon, après, si vous commencez à faire aussi les exercices du poly, là, ça devient dur.